John Davison Rockefeller est né en 1839 à Richford, dans l'État de New York. Sa famille vivait dans des conditions modestes. Son père, William Avery Rockefeller, était un vendeur itinérant, connu pour son charisme et, disons, ses pratiques éthiques discutables. Il était souvent absent du domicile familial, laissant à sa femme, Eliza Davison Rockefeller, le soin d'élever leurs enfants. Eliza était une fervente baptiste qui a inculqué à ses enfants des valeurs morales solides et le sens du travail acharné. Elle leur a appris à être économes et à apprécier l'éducation. Malgré l'absence de son père et les difficultés financières de sa famille, John D. Rockefeller a développé un sens aigu du travail dès son plus jeune âge. Il aidait sa mère dans ses tâches ménagères et acceptait de petits boulots pour contribuer aux revenus de la famille. Il vendait des bonbons, élevait des dindes et travaillait comme homme à tout faire. Grâce à ses expériences, il a appris la valeur de la persévérance, de l'autonomie et de la prudence financière. Le contraste saisissant entre les personnalités de ses parents a marqué durablement le jeune Rockefeller. Il admirait la piété et l'éthique de travail de sa mère, tout en considérant la ruse et l'imprudence de son père, avec un mélange de fascination et de désapprobation. Cette dualité allait façonner son caractère et influencer ses relations d'affaires dans les années à venir. Les premières années de la vie de Rockefeller ont été marquées à la fois par les épreuves et les opportunités. La pauvreté de sa famille lui a inculqué une volonté de réussir, tandis que les enseignements de sa mère lui ont fourni une boussole morale qui le guiderait, parfois de manière controversée, tout au long de sa vie. Ces expériences formatrices ont jeté les bases de son extraordinaire parcours, de ses humbles débuts à une richesse et une influence sans précédent. En 1853, alors que Rockefeller avait 14 ans, sa famille déménagea à Cleveland, dans l'Ohio. Cette ville animée sur les rives du lac Erie offrait de meilleures perspectives économiques. Après avoir terminé ses études secondaires à Central High School, Rockefeller chercha un emploi. Il s'inscrivit dans une école de commerce, le Folsom's Commercial College, où il perfectionna ses compétences en comptabilité. Après une brève période comme comptable pour une petite entreprise de produits agricoles, il décida de se lancer à son compte. En 1859, à l'âge de 19 ans, Rockefeller s'associa avec Maurice B. Clark, un ancien camarade de classe, pour créer une entreprise de commission de produits agricoles. Clark & Rockefeller, comme s'appelait l'entreprise, achetait et vendait des produits agricoles, profitant de la demande croissante de denrées alimentaires pendant la guerre de sécession. La méticulosité de Rockefeller en matière de comptabilité et son sens aigu des affaires contribuèrent à la prospérité de l'entreprise. La guerre de sécession, bien que dévastatrice pour la nation, créa des opportunités lucratives pour des entrepreneurs comme Rockefeller. Les besoins en approvisionnement de l'Union firent grimper les prix, et Rockefeller et Clark profitèrent de la situation. Rockefeller, toujours fin observateur, remarqua l'importance croissante d'une nouvelle matière première qui gagnait rapidement en popularité, le pétrole. La découverte de pétrole en Pennsylvanie en 1859 marqua le début d'une nouvelle ère. Le kérosène, un produit raffiné du pétrole brut, fournissait une source d'éclairage moins chère et plus efficace que les bougies ou l'huile de baleine. Rockefeller, reconnaissant l'énorme potentiel de cette industrie naissante, commença à se détourner des produits agricoles pour se concentrer sur le pétrole. Intrigué par l'industrie pétrolière en plein essor et par son potentiel de profits immenses, Rockefeller prit une décision cruciale en 1863. Il s'associa à Samuel Andrews, un chimiste et inventeur anglais, et investit dans une raffinerie de Cleveland. Andrews avait développé un procédé innovant qui améliorait l'efficacité et la qualité de la production de kérosène. Rockefeller, avec son sens aigu des affaires, comprit la valeur de l'expertise d'Andrews. L'industrie pétrolière dans les années 1860 était un paysage chaotique et farouchement concurrentiel. Les prospecteurs foraient au hasard, trouvant souvent du pétrole, mais tout aussi souvent des puits secs. Le transport était un défi majeur, le pétrole brut étant transporté dans des barils par des chariots tirés par des chevaux ou par des pipelines rudimentaires. La technologie de raffinage n'en était qu'à ses débuts et la qualité du kérosène variait considérablement. Rockefeller, cependant, voyait des opportunités au milieu du chaos. Il pensait que la clé du succès ne résidait pas dans l'activité imprévisible de l'exploration pétrolière, mais dans le domaine plus stable et potentiellement lucratif du raffinage du pétrole. En investissant dans des méthodes de raffinage efficaces et en gérant stratégiquement les coûts de transport,
Il visait à obtenir un avantage dans cette industrie en plein essor. Son pari s'avéra judicieux. La demande de kérosène monta en flèche, les gens recherchant une source de lumière fiable et abordable. Rockefeller, axé sur l'efficacité et la réduction des coûts, était bien placé pour profiter de ce marché en croissance. Il développa ses activités de raffinage, acquérant des concurrents plus petits et consolidant son emprise sur le secteur du raffinage. La scène était prête pour l'avènement de la Standard Oil. En 1870, John D. Rockefeller, avec son frère William, Henry Flagler, Samuel Andrews et d'autres investisseurs, créèrent la Standard Oil. Ce fut un tournant dans l'histoire de l'industrie pétrolière et le début de la quête implacable du monopole par Rockefeller. Rockefeller, fin stratège, comprit que le contrôle du transport était aussi crucial que celui de la production. Il obtint des accords secrets, connus sous le nom de rabais, avec les compagnies ferroviaires. Ces rabais donnèrent à la Standard Oil un avantage concurrentiel considérable. Ils bénéficiaient de tarifs d'expédition réduits, parfois même inférieurs aux coûts de leurs concurrents. Cela leur permit de casser les prix de leurs rivaux, poussant beaucoup d'entre eux à la faillite. Les tactiques de Rockefeller, bien que légales à l'époque, furent largement critiquées comme étant impitoyables et injustes. L'ambition de Rockefeller allait au-delà de la simple concurrence. Il ne visait rien de moins que le contrôle total de l'industrie pétrolière. Il employa diverses tactiques, certaines légales, d'autres moralement douteuses, pour atteindre son objectif. Il racheta des concurrents, souvent à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle. Il utilisa l'espionnage pour recueillir des informations sur les activités de ses rivaux. La domination croissante de la Standard Oil suscita des inquiétudes quant au monopole et à leur impact sur la concurrence. Les critiques soutenaient que les tactiques de Rockefeller étouffaient l'innovation et nuisaient aux consommateurs en éliminant le choix et en contrôlant les prix. Le tollé public contre les pratiques monopolistiques de la Standard Oil commença à s'amplifier, préparant le terrain à une confrontation entre Rockefeller et ceux qui cherchaient à limiter son pouvoir. Dans les années 1880, la Standard Oil avait atteint un quasi-monopole, contrôlant environ 90% de la capacité de raffinage du pétrole américain. Cette domination, bien que témoignant du sens des affaires de Rockefeller, fit également de lui une cible de l'attention et des critiques du public. Des journalistes d'investigation, alimentés par l'indignation du public face aux pratiques commerciales de la Standard Oil, commencèrent à enquêter et à dénoncer les tactiques de l'entreprise. Ida Tarbell, journaliste pour le magazine McClure's, mena la charge. Son père avait été mis en faillite par la Standard Oil, ce qui alimenta sa vendetta personnelle contre Rockefeller. Son exposé cinglant, l'histoire de la Standard Oil Company, publié en 1904, détaillait les tactiques impitoyables de l'entreprise, ses accords secrets et ses prix prédateurs. Les travaux de Tarbell, ainsi que les enquêtes d'autres journalistes et législateurs, retournèrent davantage l'opinion publique contre la Standard Oil. Le tollé public contre le monopole de la Standard Oil atteignit son paroxysme. Les réformateurs et les politiciens réclamèrent l'intervention du gouvernement pour démanteler l'entreprise et rétablir la concurrence dans l'industrie pétrolière. En 1906, le ministère américain de la Justice intenta une action antitrust contre la Standard Oil, alléguant que l'entreprise s'était livrée à des pratiques monopolistiques illégales. La bataille juridique s'éternisa pendant des années, aboutissant à une décision historique de la Cour suprême en 1911. La Cour statua que la Standard Oil était effectivement un monopole illégal et ordonna son démantèlement en 34 entreprises indépendantes. La décision provoqua une onde de choc dans le monde des affaires, établissant un précédent pour l'intervention du gouvernement dans les monopoles et ouvrant une nouvelle ère de réglementation antitrust. Au début du XXe siècle, le concept d'intégration verticale révolutionna les industries. John D. Rockefeller fut un pionnier de cette stratégie, contrôlant tous les aspects de son activité pétrolière, de la production à la distribution. Cette méthode permit non seulement de maximiser l'efficacité, mais aussi de minimiser les coûts, permettant à son entreprise de dominer le marché. À l'aube de l'ère automobile, la prévoyance de Rockefeller permit à la Standard Oil de rester un acteur essentiel pour alimenter la demande croissante d'essence. Au-delà de son sens des affaires, John D. Rockefeller est également reconnu pour son immense contribution à la philanthropie.
Il croyait en l'utilisation de sa richesse au profit de la société, finançant de nombreux projets éducatifs, médicaux et scientifiques. Des institutions comme l'Université de Chicago et l'Université Rockefeller témoignent de sa générosité. Réfléchissant à l'œuvre de sa vie, Rockefeller soulignait souvent l'importance de rendre à la société, affirmant que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le parcours de Rockefeller a été marqué par des alliances et des rivalités. Il a collaboré avec des personnalités clés pour étendre son empire, mais il a dû faire face à une opposition farouche de la part de ses concurrents et des réformateurs. Des réformateurs de renom, comme Ida Tarbell, ont mis en lumière les pratiques monopolistiques de la Standard Oil, ce qui a conduit à un examen public important. Ces dynamiques ont façonné le paysage de l'industrie et de la réglementation américaine, aboutissant finalement au démantèlement de la Standard Oil en 1911. L'héritage de John D. Rockefeller perdure encore aujourd'hui.